Bonjour Sylvie Bermann. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes ancienne ambassadrice française. Vous avez exercé au Royaume-Uni, en Chine et en Russie. C'était entre 2017 et 2019. D'abord, Sylvie Bermann, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, annonce une nouvelle session de pourparlers entre Russes et Ukrainiens pour trouver une issue au conflit. Ce sera en Turquie. C'est la troisième tentative pour mettre fin à la guerre depuis le printemps. Est-ce qu'il faut y croire cette fois-ci ? Alors, je ne pense pas que ça mettra fin à la guerre. D'ailleurs, c'est certainement pas l'objectif pour le moment de ces pourparlers. Donald Trump a accordé 50 jours à la Russie avant de se prononcer sur la suite et de prendre éventuellement des mesures. Donc, Poutine, on le voit en ce moment, profite de la situation et multiplie les bombardements sur l'Ukraine. L'intérêt de ces négociations, malgré tout, c'est pas inutile que les adversaires se parlent. C'est peut-être des questions humanitaires, libération de prisonniers, échange de corps, mais peut-être également la question des enfants ukrainiens qui ont été déportés en Russie. Donc ce n'est pas inutile, mais il ne faut pas attendre évidemment de cette session qu'elle aboutisse à un accord de paix. Et d'ailleurs, si on se souvient des pourparlers du même type qui ont eu lieu entre mars et avril 2022, ils avaient beaucoup travaillé, s'étaient beaucoup rencontrés, ils avaient travaillé sur des textes, mais ça avait duré des heures. Des pourparlers sans lendemain, des bombardements intenses jusqu'à Kiev. Que cherche aujourd'hui Vladimir Poutine ? Alors Vladimir Poutine est convaincu qu'il peut gagner cette guerre aujourd'hui parce qu'il a pour lui le temps, la profondeur stratégique, les hommes. Et il est en train de renforcer également son arsenal. On l'a vu pour des drones très sophistiqués, les Guéran, mais dans d'autres domaines aussi. Et tant qu'il considère qu'il peut gagner cette guerre et qu'il a une chance d'enfoncer le front, eh bien, il continuera. Alors, on fera effectivement, enfin, lui et les Américains, le point à l'issue de cette période de 50 jours. Et face à lui, justement, la réponse des Occidentaux, l'Union européenne a adopté un 18e train de sanctions contre la Russie. L'objectif, c'est de renforcer, je cite, la pression sur Vladimir Poutine pour accroître le coût de cette guerre. C'est ce qu'annonçait le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Vladimir Poutine est-il vraiment sous pression avec ce train de sanctions européen ? Alors en fait, comme vous le dites, c'est déjà le 18e, ce qui prouve que pour le moment, ça n'a pas beaucoup d'effet sur Vladimir Poutine. Vladimir Poutine n'est pas intéressé par l'économie. Ça, il l'a démontré pendant tout son mandat, qui remonte quand même déjà à 25 ans. Là, il a une guerre qui pour lui est existentielle en Ukraine et c'est sa priorité absolue. Le problème aussi des sanctions européennes, c'est que pour le moment, elles ne sont pas liées non plus à des sanctions américaines, et ce ne sont pas des sanctions véritablement internationales, universelles, et elles sont détournées. Alors, ce paquet de sanctions vise à empêcher le détournement de sanctions, mais on a vu depuis le début de la guerre que c'est extrêmement difficile et que les Russes et leurs partenaires ont beaucoup de ressources dans ce domaine. C'est le cas du pétrole, notamment ? C'est le cas du pétrole, donc le prix a été abaissé et puis également est interdit l'importation en Europe de pétrole raffiné venant d'autres pays. Ça vise en particulier l'Inde, qui est le pays qui fournit le plus à l'Europe de pétrole, en fait, qui vient de Russie. De son côté, Donald Trump impose un ultimatum de 50 jours. On a commencé à l'évoquer au début de cet entretien. Faute de trêve en Ukraine, des droits de douane de 100% s'appliqueront sur la Russie, ses alliés. Ça pèse davantage ? Alors, vous vous souvenez qu'au début, le Sénat américain envisageait des droits de douane de 500%. Mais ça vise, c'est des sanctions secondaires, c'est-à-dire qui visent les pays tiers, la Chine, l'Inde et le Brésil. La Chine avait résisté aux droits de douane qui avaient été imposés par les États-Unis ce jour fameux de la libération décrété par Donald Trump. Et Donald Trump avait dû céder là-dessus. Donc il a déjà baissé les 500 à 100%.
Reste à voir si ça peut être mis en œuvre et s'il le souhaite, ce qui n'est pas garanti non plus, parce que Donald Trump est vexé et furieux de la réaction de Poutine, parce qu'il a le sentiment de se heurter à un mur, mais on ne le sent pas prêt à adopter des sanctions qui sont des sanctions massives, ni à fournir en dehors des armes défensives, des armes offensives à longue portée. Vladimir Poutine m'a déçu, dit-il Donald Trump. Peut-être qu'il me balade, lançait-il la semaine dernière. Que pense Vladimir Poutine de Donald Trump, exactement ? Alors, Vladimir Poutine est quand même conscient que c'est le président, l'homme le plus puissant du pays le plus puissant, ça, il le reconnaît tout à fait. Évidemment, les caractères n'ont rien à voir. Et le côté parfois erratique, transgressif de Trump est peut-être effectivement moqué de manière générale par les Russes, mais en même temps, c'est le seul qui peut faire éventuellement avancer les choses. Et qui est le meilleur allié de Moscou actuellement ? Le Moscou a un allié qui est la Corée du Nord. Oui. Et quand on parle d'alliance, ça veut dire qu'il y a un accord de défense mutuelle. Et la Corée du Nord fournit, on l'a vu, elle a fourni des hommes qui ont été déployés dans la région de Koursk. Elle fournit également des armes, des missiles. Et puis, probablement parce que l'économie russe est en surchauffe actuellement et il y a un manque de main-d'œuvre et de la main-d'œuvre dans un certain nombre d'usines et de chantiers. Donc ça, c'est en quantité, si on peut dire. L'Iran, par exemple, devient un allié délicat pour la Russie à gérer. Alors, en fait, l'Iran a fourni des Shahed, des drones Shahed aux Russes, mais les Russes, maintenant, les construisent dans leurs propres usines, les ont transformés, les ont améliorés, et donc le besoin de cette assistance iranienne est peut-être moins fort au début. Et d'ailleurs, la Russie n'a pas réagi au moment des attaques israéliennes ou américaines. La Russie désigne la France comme son premier adversaire en Europe. Ça, c'est ce que disait le chef d'état-major la semaine dernière. Est-ce que le constat est le bon ? La France est le premier ennemi désigné de la Russie ? Alors, l'Europe est l'ennemi de la Russie. En même temps, la Russie n'accorde pas beaucoup d'importance à l'Europe parce qu'elle pense que les Européens sont des vassaux simplement des Américains. Alors maintenant, c'est un peu différent compte tenu de la position de Donald Trump. Alors la France ayant pris un certain nombre... ayant été en pointe, effectivement, de la résistance ukrainienne contre la Russie, ayant annoncé non seulement l'envoi de troupes, ayant annoncé la coalition de volontaires pour assurer les garanties de sécurité de l'Ukraine, la réaction est assez logique, effectivement, qu'il s'en prenne à la France, mais il s'en prend à l'OTAN de manière générale. Il ne faut pas se faire d'illusions, il s'en prend autant aux Britanniques ou aux Allemands, compte tenu des dernières déclarations qui ont été faites par le chancelier. Vous avez cité la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne. Ce sont trois acteurs qui peuvent jouer un rôle, vous pensez, dans les mois, dans les années à venir, sur la conclusion d'une trêve, ou en tout cas sur la suite, sur l'avenir de l'Ukraine, finalement. Alors, sur l'avenir de l'Ukraine, très certainement. D'ailleurs, on y travaille déjà. Il y a là une assistance financière, budgétaire. Il y a des projets d'entreprises communes pour la construction de drones en Ukraine. Et la question qui se pose est celle des garanties de sécurité. Pour le moment, on ne sait pas à quelle forme ça prendra. C'est évident que l'Ukraine ne peut pas être désarmée. Elle peut être neutre éventuellement, comme la Finlande, ou ne pas adhérer à l'OTAN, mais elle ne peut pas être désarmée. Et là, les Européens ont un rôle à jouer. Mais il sera difficile de déployer des forces en Ukraine même, sachant que Poutine a fait cette guerre contre l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et pour le moment a déclaré qu'il n'était pas question d'avoir des soldats de l'OTAN en Ukraine. La dissuasion nucléaire,
Ça peut peser aussi dans ces négociations, cette dissuasion brandie par le Royaume-Uni, justement, et la France, de part et d'autre. Alors, la dissuasion nucléaire, c'est un peu une arme de non-emploi, Oui. mais c'est important, évidemment, de l'avoir face à la Russie, qui est la plus grande puissance dans ce domaine. Mais hier, les Américains ont décidé de déployer des armes nucléaires tactiques au Royaume-Uni, et donc ce n'est pas uniquement France et Royaume-Uni qui ont décidé de se concerter sur le sujet, qui ont mis en place d'ailleurs un comité de coordination. C'est aussi le retour d'une certaine forme de dissuasion américaine. Oui, ça joue, mais en même temps, cette guerre est infra-nucléaire, c'est-à-dire elle est sous le seuil du nucléaire, et le conventionnel, la dissuasion conventionnelle est de plus importante. C'est la raison pour laquelle l'Europe est en train de se réarmer, ou en tout cas de prendre la décision de se réarmer. Sylvie Bermann, vous connaissez bien la Russie, vous y avez vécu en tant qu'ambassadrice. Comment la société russe, selon vous, traverse cette période de guerre? Des bombardements sur son sol, 40 000 soldats tués ou blessés chaque mois sur le front, des sanctions économiques. Est-ce que la société russe n'est pas fatiguée aussi de cette guerre? Alors, la société russe est, lasse effectivement de cette guerre. La situation n'est pas la même dans toute la Russie, parce qu'à Moscou et à Saint-Pétersbourg, ils n'en ressentent pas vraiment les effets. Enfin, il y a de temps en temps des drones dans la région de Moscou, mais en tout cas, Moscou est une ville très riche, et ils ont absolument tout également. Ils sont préservés. Qui sont sous sanction, ils sont préservés, et Poutine veille à les préserver. Donc c'est souvent des soldats qui viennent d'autres régions plus périphériques. Mais ce qu'on peut dire des Russes, c'est que oui, ils sont lassés de cette guerre, d'autant plus que elle commence à être un petit peu plus visible, mais ils veulent pas la perdre. Ils veulent pas que la Russie perde la guerre. Donc, c'est toute l'ambiguïté. Et c'est la conclusion, la suite logique d'une préparation des mentalités aussi de Vladimir Poutine qui remonte à peut-être avant 2022. Alors, il y a une militarisation de la société. Ça remonte à avant 2022. Dans tous les lycées, il y avait des musées de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, effectivement, les esprits, d'une certaine manière, avaient été préparés, mais la réaction des Russes, en dehors des jeunes opposants dans les villes et qui ont accès à toute forme d'information, c'est souvent de suivre le chef, le guide. Je pense qu'une partie des générations qui ont plus de 50 ans sont sur la même ligne que lui. Donc la population russe ne pourrait pas pousser Vladimir Poutine à revenir à la table des négociations et envisager une trêve? Non, je ne pense pas. Et puis Vladimir Poutine a aussi veillé à ce que ceux qui auraient pu protester, c'est-à-dire les maires, comme ça avait été le cas au moment de l'Afghanistan, et je vivais en Union soviétique, j'étais en poste à l'ambassade à cette époque, ne réagissent pas, parce que il y a des sommes importantes qui leur sont allouées. D'ailleurs, ce qui permet une forme d'enrichissement de certaines régions et un regain de la consommation. Donc si effectivement, ces femmes ne protestent pas. Il y a peu de réactions. Il y a eu des manifestations au début, il y a eu des départs de Russie, mais il n'y aura pas de révolte ou de protestation massive. Merci beaucoup, Sylvie Bermann, ancienne ambassadrice française au Royaume-Uni, en Chine et en Russie, qui nous intéressait donc tout particulièrement ce matin. Je signale le titre de votre dernier ouvrage, L'ours et le dragon, Russie-Chine, histoire d'une amitié sans limite. C'est aux éditions Talendier. Bonne journée, Sylvie Bermann. Merci. 8h29 sur Radio Classique. Dans un instant, Esprit Libre avec nous ce matin, la journaliste économique au Figaro, Anne de Guigné, et le directeur adjoint de la rédaction de l'Express, Sébastien Le Foll. Ce sera juste après le rappel des titres et la revue de presse.